Le ministère public a la parole pour la suite de ces réquisitions. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour la suite et la fin de nos réquisitions, je voudrais vous parler de jurisprudence internationale en matière de crimes contre l'humanité, de responsabilité supérieure hiérarchique, pour vous dire que ce que nous vous demandons, ce que nous vous avons demandé, Monsieur le Président, distingués assesseurs, ce n'est pas inédit. D'autres juridictions, à l'instar de la vôtre, s'étaient penchées sur ces questions-là. Donc la réqualification que nous avons soumise à l'appréciation de votre tribunal ne sort pas des habitudes des juridictions pénales. Monsieur le Président, je parlerai tout d'abord d'un arrêt qui a été rendu par la Cour suprême des États-Unis le 4 février 1946. C'est un arrêt de principe qui s'est penché, qui a tranché la question de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Ensuite, Monsieur le Président, je ferai état d'une autre jurisprudence, celle du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui a rendu également un arrêt de principe le 15 mars 2006. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un autre arrêt non moins important, rendu par les juridictions françaises, qui s'est penché pour la première fois sur les questions de crimes contre l'humanité. Ces deux arrêts distincts, l'arrêt Barbie du 20 décembre 1985 et l'arrêt Paul Touvier du 1er juin 1995. En sus de ces arrêts, Monsieur le Président, à l'échelle africaine, il y a eu des décisions qui ont consacré, qui ont condamné des accusés pour des faits de crimes contre l'humanité, par viol, torture, séquestration et responsabilité du supérieur hiérarchique, que ce soit au sud Kivu, au nord Kivu, en République démocratique du Congo, j'en ferai état moyennement. Enfin, Monsieur le Président, la décision des chambres africaines, des chambres extraordinaires africaines du Sénégal, qui avait jugé M. Hussein Habré. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en 1944, un général Yamashita de nationalité japonaise a pris le commandement de la 4e armée chargée de défendre Philippines. Les Américains venaient de s'établir là
ce général a dû replier au niveau des montagnes avec ses troupes. Là étant, Monsieur le Président, un amiral qui était sous son autorité a refusé obstinément de se plier à ses ordres et est resté avec un nombre important de soldats et ils ont massacré, mutilé plusieurs civils. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le 5 septembre 1945, le général Yamashita s'est rendu aux Américains en abdiquant purement et simplement. Le général MacArthur a mis en place au niveau de Manille une commission de guerre. Cette commission de guerre devait naturellement se pencher sur les responsabilités des crimes qui venaient ainsi d'être commis. Selon l'acte d'accusation que je vais lire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il était dit ceci: le général Yamashita aurait, entre le 2 septembre et le 9 septembre 1945, à Manille et en d'autres endroits de Philippines, en tant que commandant des forces armées du Japon, en guerre avec les États-Unis d'Amérique et ses alliés, ignoré de manière coupable et n'aurait pas exercé ses attributions de supérieur hiérarchique de contrôler les opérations des personnes sous son autorité, leur permettant de commettre des atrocités et d'autres crimes contre les ressortissants américains et ses alliés et dépendances, en particulier à Philippines. Donc, Monsieur le Président, l'acte d'accusation indique que, ce faisant, le général Yamashita a violé les lois de la guerre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce massacre a été horrible. Traduit donc devant la juridiction, son conseil a plaidé pour dire que Yamashita ne devait pas être reconnu coupable des charges selon l'acte d'accusation parce que tout simplement l'amiral qui était sous son autorité a désobéi à ses ordres. Monsieur le Président, des juges comme vous ont rejeté cet argument en invoquant la responsabilité du supérieur hiérarchique. Selon cette forme de responsabilité donc, le général Yamashita a été condamné pour des faits de crimes de guerre par des actes commis par ses subordonnés. La décision est intervenue le 7 décembre, Monsieur le Président. La Cour suprême des États-Unis a été saisie pour censurer cette décision parce que le Conseil a estimé qu'en réalité, le général Yamashita ne devait pas ou n'aurait pas dû être condamné par la commission qui était mise en place en première instance. Et donc, la Cour a rejeté ce pourvoi-là par un vote de 7 contre 2 le 4 février 1946. Le général Yamashita, donc, a été exécuté par pendaison le 23 février 1946. Monsieur le Président, ce rappel, c'est pour vous dire que l'arrêt Yamashita est exemplaire en ce qui concerne, en ce sens qu'il a établi pour la première fois la responsabilité du supérieur hiérarchique en l'espèce militaire. Monsieur le Président, j'en viens
à la jurisprudence du tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui à son tour a rendu une décision le 15 mars 2006. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les faits se sont passés en Bosnie-Herzégovine. Un militaire de l'armée populaire yougoslave a été nommé commandant du 3e corps de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Dans le cadre de ces unités, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Enver Anjanovic a attaqué les villes et villages principalement habités par les Croates de Bosnie, mais aussi par des civils bosno-serbes. Ces civils ont été victimes de tortures, de détentions arbitraires, d'homicides et de lésions graves. Là aussi, Monsieur le Président, ce général a été traduit devant une juridiction de jugement pour répondre de ces infractions-là. L'acte d'accusation a indiqué que Enver savait ou avait des raisons de savoir que les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine sous son commandement et contrôle effectif étaient sur le point de commettre des infractions où l'avait fait et n'a pas pris des mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes soient commis ou en punir les auteurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il s'est volontairement rendu le 2 février 2001 et a été transféré le 4 août 2001 au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Monsieur le Président, sa comparution, comme il est de coutume, ses avocats ont plaidé non coupable. Mais la juridiction de jugement, comme la vôtre, a estimé qu'il a toutefois été retenu qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et responsables pour empêcher les meurtres et autres infractions qui avaient été commises. Donc, Monsieur le Président, ce taré aussi s'est penché sur la question de responsabilité du supérieur hiérarchique. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que dire des affaires Barbie et Paul Trouvier, respectivement des décisions rendues le 20 décembre 1985 et 1er juin 1995. C'est en France. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la France, qui a une tradition civiliste de droit au même titre que notre pays, la République de Guinée, Monsieur le Président, a poursuivi et condamné des citoyens français pour crimes contre l'humanité en se fondant sur le traité qui a créé le tribunal de Nuremberg, le tribunal international de Nuremberg, alors même que ces infractions de crimes contre l'humanité ne figuraient pas dans le code pénal français. L'argument des juges, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, a été de dire que le juge, l'un des arguments plutôt a été de dire que le juge pénal français était bien compétent parce que cette responsabilité-là, il fallait la définir. Il fallait sanctionner ce comportement. Il ne fallait pas laisser ces actes impunis. Et donc,
il a été dit et retenu qu'à partir du moment où les infractions prévues dans la Convention internationale ratifiée entrent dans les prévisions du Code pénal, il s'applique immédiatement, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ici aussi, c'est pour la première fois que les juridictions françaises ont jugé des infractions de crimes contre l'humanité. J'ai parlé, Monsieur le Président, de 2 autres arrêts. Je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est l'arrêt Mikiri, rendu par la Cour militaire du Nord Kivu le 30 septembre 2020. En République démocratique du Congo, Monsieur le Président, un groupe militaire déserteur de l'armée du Rwanda est allé constituer dans ce pays voisin une force qu'ils ont appelée Force démocratique pour la libération du Rwanda en 2016. Ces forces sont allées à Mikiri, qui est une localité du sud, qui est une localité du Nord Kivu, où plusieurs infractions de viol, de meurtre, de pillage, d'assassinat ont été commis. La cour militaire ayant été saisie, elle a tranché en retenant la notion de responsabilité du chef militaire et de crime contre l'humanité par meurtre, par assassinat, par viol et par autre agression sexuelle. Donc, cet arrêt également, c'est un arrêt qui a élucidé les faits de crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que dire de l'arrêt Bédi Bolilou, alias 106. 106, c'est le nom de son unité. Monsieur le Président, là aussi, ça s'est passé au sud Kivu, en République démocratique du Congo toujours, où des atrocités ont été commises, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, et la Cour militaire a retenu les crimes contre l'humanité pour viol, meurtre et a condamné les accusés à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il vous souviendra que dans les années 2000, M. Hissène Habré, qui venait d'être déchu, qui venait donc de perdre le pouvoir, est venu se réfugier à Dakar. Des citoyens tchadiens qui y vivaient et d'autres venus du Tchad ont saisi le tribunal hors classe de Dakar, le doyen de cette juridiction, d'une plainte contre Habré pour des faits de torture et autres actes inhumains. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la plainte malheureusement n'a pas pu prospérer parce que tout simplement la Cour d'appel de Dakar a estimé que M. Habré ne pouvait pas être jugé en ce moment sur le sol sénégalais et non seulement a annulé l'inculpation de M. Habré et toute la procédure subséquente. Les victimes qui vivaient en Belgique se sont rabattus sur les juridictions belges où
elles ont porté régulièrement plainte. Les juges d'instruction saisis a fait commission rogatoire qui malheureusement n'avait pas abouti. Au finish, elles se sont adressées, les victimes, au comité de droit de l'ONU, comité de droits de l'homme de l'ONU contre la torture, pour estimer être rétablis dans leurs droits. Monsieur le Président, de péripétie en péripétie, l'État du Sénégal a été dans l'obligation de signer une convention avec l'Union africaine pour créer une juridiction hybride qui devait se pencher sur le cas Habré. Ce n'est pas ce que je veux que vous reteniez, Monsieur le Président. Ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est qu'après toute la procédure, après le toilettage de l'arsenal législatif sénégalais, la mise en place de cette juridiction hybride, M. Habré a été traduit devant cette juridiction où il a été jugé, reconnu coupable des faits de crimes contre l'humanité, viol, esclavage sexuel, homicide volontaire, de torture, de séquestration et a été condamné à perpétuité. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, similitude pour similitude, je voudrais revenir sur notre cas. Puisqu'en réalité, le parquet vous a demandé de requalifier les faits en crimes contre l'humanité et responsabilité de supérieurs hiérarchiques. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon collègue a brillamment développé ces infractions-là et a collé le comportement de chacun des accusés ici présents aux dispositions légales qu'on a bien voulu viser. Je voudrais juste rappeler ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Pour ce qui est des crimes contre l'humanité, que ce soit du fait de viol, séquestration, de torture et la responsabilité du supérieur hiérarchique, Monsieur le procureur Sidiki Kamara vous a dit qu'il ne suffit pas seulement pour l'agent pénal d'agir. Il peut ne pas agir. Mais du moment que des hommes sous son autorité ont agi, qu'il n'ait pris aucune disposition pour que ces agissements-là n'aient pas lieu, qu'il n'ait pris aucune disposition pour faire freiner les agissements, qu'il n'ait pris aucune disposition pour, en somme, sanctionner ceux qui ont posé des actes, naturellement, il sera retenu comme responsable des agissements des hommes qui sont sous sa responsabilité. Autant qu'ils sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Moussa Dadis Kamara, il vous disait, ici à la barre de votre tribunal, qu'il était bien le commandant en chef des forces armées guinéennes, que c'est lui qui nommait à tous les emplois civils et militaires, au moment où il présidait aux destinées du pays tout entier. Il nommait des responsables civils et militaires, je l'ai déjà dit, c'est dans ce cadre-là qu'il a nommé tous les hauts gradés de l'armée, il a nommé tout le gouvernement de la République. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
M. Moussa Dadis Camara a été informé de la tenue de meeting au stade du 28 septembre. Il vous l'a dit. Dans le but de tenter d'empêcher la tenue du meeting, il a posé des actes. Je ne reviendrai pas dessus. Le jour du massacre, il a été informé qu'un nombre important de ses concitoyens, de nos concitoyens, ont été tués au stade. Il n'a entrepris, il n'a pris aucune disposition. Le jour d'après, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, il n'a entrepris aucune sanction, du moment que lui-même, dans ses différentes déclarations, il disait qu'on lui a dit que M. Toumba Diakité, qui était son hôte de camp, je le rappelle, était au stade. Monsieur le Président, sur toute la ligne, il a failli. Sur toute la ligne. Monsieur Moussa Kebro Camara, même scénario. La veille des exactions, Monsieur le Président, il était au camp. Il était avec M. Moussa Dadis Camara. La conversation nocturne qui a eu lieu entre M. Moussa Dadis Camara et les leaders politiques, il était là. Il l'a dit, nous l'avons suivi ici. Mieux, très tôt le matin, il était au stade. Il a rappelé ici, cet officier de gendarmerie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'il était au stade, qu'il a sauvé certains leaders. Mais, il le dit, par après, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, quand il a pris ces leaders-là, Monsieur le Président, les massacres ont continué. Les exactions ont continué. Or, beaucoup de victimes, beaucoup de témoins ont indexé un droit accusateur sur lui et les hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il vous a dit, quand on a mis en place son service, il avait un effectif de 200 hommes, policiers et gendarmes, qui étaient sous sa subordination et sous son contrôle effectif, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Quand ces derniers agissent, Monsieur le Président, on n'a pas besoin que M. Moussa Kebro Camara lui-même prenne un fusil pour tirer sur un tel. On n'a pas besoin, parce que ça n'a pas été dit qu'il a violé qui que ce soit. On n'en a pas besoin, Monsieur le Président. C'est un chef militaire, c'est un supérieur hiérarchique de 200 hommes qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient sous ses ordres. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Marcel Guilavogui. Avant d'en venir à Marcel, je vais parler de son chef, le commandant Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était l'aide de camp de M. Moussa Dadis Camara. De par sa fonction, il avait des hommes qui étaient sous son autorité, dont Marcel Guilavogui, C.C. Raphaël Haba. Il a reconnu à son procès verbal d'interrogatoire que Marcel Guilavogui était son adjoint. Il est allé au stade. Pour sa défense, il dit avoir sauvé certains leaders, lui aussi. Beaucoup de victimes vous ont dit ici que les tirs, dès que M.
commandant Abakar Diakité, alias Toumba, a pénétré l'enceinte du stade, les tirs ont commencé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pendant ce temps, qu'est-ce que cet autre chef militaire a fait? Qu'est-ce que cet autre supérieur hiérarchique des hommes sous sa subordination, sous son contrôle effectif, avait fait pour empêcher ces exactions ou en limiter les dégâts? Monsieur le Président, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, Monsieur le Président. Il s'est contenté juste de vous dire, à l'attention de votre tribunal, qu'il a pris quelques leaders politiques, qu'il a mis dans son véhicule pour les envoyer à l'hôpital. Ce n'est qu'un moyen de défense, Monsieur le Président. Les faits, ces hommes qui ont agi pendant qu'il était avec eux dans l'enceinte du stade, théâtre des opérations, ils pouvaient tout au moins, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de chef militaire, faire cesser les jagissements de ces hommes qui étaient venus dans l'enceinte du stade où il y avait une population civile non armée commettre des atrocités de tout genre. Il en est de même, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de Marcel Guilavogui, qui s'est particulièrement illustré dans l'enceinte du stade. Au départ, il vous a dit qu'il n'était pas allé au stade. Mais, par la suite, il s'est résolu à vous dire qu'en réalité, il était allé au stade avec son arme, ses grenades. Plusieurs victimes, comme l'a rappelé M. le procureur Sidiki Kamara, plusieurs victimes ont dénoncé les faits et gestes de M. Marcel Guilavogui. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que beaucoup de procès-verbaux ont été lus ici, où les gens, où les victimes, j'allais dire, ont nommément désigné M. Marcel Guilavogui comme étant celui-là qui a été à la base de ce qui leur est arrivé. Peut-on ne pas dire, pour cet autre accusé-là, que les faits de crimes contre l'humanité, de responsabilité de supérieur hiérarchique, ne lui sont pas imputables? Ma réponse est non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Paul Mansa Guilavogui, je ne m'étendrai pas dessus. Je ne m'étendrai pas dessus, Monsieur le Président, parce que lui, il vous dit dans un premier temps qu'il était à Kankan. Comment il peut être à Kankan et savoir ce qui se passe au camp Koundara? Comment il peut être à Kankan, jouer la sentinelle au camp Koundara? Ce n'était que des contre-vérités, Monsieur le Président, pour tenter d'échapper à la batterie de la poursuite. Beaucoup de victimes vous ont dit ici, vous ont parlé de sergent Paul, de sergent Paul, de sergent Paul. Puisque c'est comme ça qu'on l'appelait au camp Koundara. Concordance sur concordance, il y a une des victimes qui a dit qu'elle a vu M. Paul Mansa Guilavogui
donné du beurre de karité à un monsieur qui était retenu au niveau du camp. Je ne parlerai pas de détention, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le même Paul Mansa Guilavogui est venu vous répéter la même chose, mais pour vous dire qu'il voulait absolument faire soulager les douleurs de cette autre victime qui était grièvement blessée. S'il n'était pas au camp, s'il n'avait pas pris part aux tortures, comment il pouvait savoir ce qui se passait à l'intérieur du camp? Parce qu'il disait, quand il s'est ravisé et a dit qu'effectivement il était au camp Koundara, mais qu'il était posté à la porte comme sentinelle. La sentinelle ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du camp où les tortures se faisaient. C'est lui qui faisait sortir ces victimes-là sous le chaud soleil pour leur demander de regarder tout haut. Quelle cruauté! Il est forcé à se superposer l'un sur l'autre. Il les réveillait, pour ceux qui dormaient naturellement, en pleine nuit, sur ordre de Begré, dit-il, pour leur administrer des coups. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces actes-là constituent, à n'en pas douter, ce que le législateur a qualifié de torture. Sans compter les expressions qu'il utilisait pour la pudeur et respecter la ligne de conduite du tribunal. Je n'en ferai pas cas. Nous avons tous les procès-verbaux et c'est consigné là-bas, noir sur blanc. Monsieur le Président, distingués assesseurs, grande fut ma surprise d'apprendre le comportement d'un médecin, celui qui devait sauver des vies. Quand je parle du médecin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je pense toujours à ce Congolais qui s'est hissé au toit du monde. Celui qui réparait les femmes, victimes de fistules obstétricales. Qui, pour soigner ces victimes, pour soigner ces dames-là, Monsieur le Président, n'hésitait pas d'utiliser son domicile privé, son salon, sa chambre. Un médecin, il est fait pour sauver des âmes, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, grand chirurgien, reconnu comme tel par l'un de ses co-accusés, le commandant Toumba Diakité, et lui-même vous a dit la fois dernière qu'il opère de la tête aux orteils. C'est un chirurgien de guerre qui, juste dans le dessein de conserver un pouvoir, arrive dans l'enceinte de l'hôpital national d'Onka où des victimes des événements du 28 septembre 2009 étaient couchés ça et là. D'aucuns avec des blessures, d'autres avec des fractures, se tordant de douleur. Ce médecin donc n'a pas eu de l'empathie pour ceci.
Souvenez-vous du passage de Dr Ben Youssouf Keita, qui est médecin comme lui, qui s'est offusqué ici quand on l'a dit, quand on l'a appelé docteur. Il dit qu'il n'a pas la force morale de l'appeler docteur. Parce que pour lui, au-delà de la fonction qu'il occupait, ministre de la Santé, il serait venu se joindre à l'équipe médicale pour sauver des âmes. Il se serait illustré, comme je l'ai déjà dit, comme Denis Mukwege. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce n'est pas ce qui a été son comportement. Puisqu'il occupait un poste, il fallait à tout prix conserver ce poste-là, à tout prix donc. Les hommes d'État sont rares. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un homme d'État, c'est celui-là qui pense aux générations futures. Ce n'est pas celui-là qui pense à une élection, une réélection ou un maintien à un poste. Ce médecin a commis des atrocités. Il ne s'est pas limité à ça. Monsieur le procureur vous l'a rappelé tout à l'heure, procureur Sidi qui vous l'a rappelé tout à l'heure, les corps de nos compatriotes tués dans l'enceinte du stade lui ont été remis sur ordre du général Mamadouba Toto Camara. On ne les a plus jamais vus. Plus jamais. J'avais pensé, Monsieur le Président, puisque c'est un médecin, qu'ici à la barre, après tout ce qui a été dit, il aurait levé le petit doigt pour vous dire, parce que les témoignages sont concordants, pour vous dire, les corps que j'ai reçus sont enfouis au niveau de telle fosse commune. Mais hélas, hélas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ce comportement-là aussi mérite d'être puni. Je ne parlerai pas assez de M. Keita, dont Mme Abbé a dénoncé formellement, puisque tout simplement, elle le connaissait anciennement. La version qu'elle a donnée de l'instruction préparatoire, en passant par la confrontation au niveau du pool des juges d'instruction, jusque devant vous, elle l'a maintenue. Le viol, il est constant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, Monsieur Blaise Goum, officier de gendarmerie, pour sa défense, vous a dit que, et bien vrai qu'il était au stade, mais dès qu'il a vu le groupe de militaires entrer, eux, ils ont décroché. Cependant, c'est un autre c'est quelqu'un de son unité d'origine, les services spéciaux, qui, lors de sa déposition de témoin, a parlé de lui, bien que, à la barre ici, il a voulu se rétracter. En sus, l'une des recrues de Caléa, qui était en formation au centre d'instruction, vous a clairement indiqué qui était, au moment des faits,
Mais c'est monsieur, je m'excuse, Blaise Gounou. C'était bien les éclaireurs du CNDD. C'était eux qui pouvaient réfléchir et concevoir tous les plans et autres. Encore que cette recrue a été constante, que M. Blaise Gounou était constamment au centre d'instruction de Kalea. Et que c'est même lui qui a lu, c'est en sa présence, je m'excuse, qu'on a lu la liste de ceux-là qui doivent venir, des commandos, comme ils l'ont appelé, qui devaient venir la veille de ces atrocités-là. C'est lui qui est venu avec eux. Monsieur le Président, quand cet accusé vous dit qu'il ne connaît rien de tout ça, c'est affreux. C'est affreux. Il ne peut pas invoquer le fait que lui, il n'était pas du tout au centre d'instruction de Kalea, qu'il y avait été nommé instructeur avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Il vous a fait état des actes ici, Monsieur le Président. Sauf que, en ce moment, l'administration du centre d'instruction de Kalea avait quitté. Ceux-là qui occupaient des fonctions officielles y avaient été chassés. Donc, ils devenaient de facto les maîtres des lieux. C'est eux, lui, qui ont fourni ces jeunes gens qui sont venus au stade pour perpétrer ces massacres à côté de l'armée régulière. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement qu'a été la partition donc de Monsieur Blaise Gounou. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est Raphaël Haba qui était aux côtés du commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, qui à son tour vous a dit, comme l'a décrit Monsieur le procureur Sidiki, que son épouse était malade et qu'il était à ses côtés. Sauf que il a mis du temps. Je parlais de Monsieur C.C. Raphaël Haba, pour qui je ne vais pas revenir sur ces jagissements qui sont bien décrits par Monsieur Elhadji Sidiki Camara, et lui et Monsieur Kalonzo. Donc, Monsieur le Président, ceci, en sus des jurisprudences que je viens de vous rappeler, je l'ai dit, c'est pour vous dire que ce qu'on vous demande, ce n'est pas inédit dans les annales de nos juridictions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, mon autre surprise, tout au long de ces 18 mois, c'est bien ce manque de remords. C'est difficile. On a vécu, on a eu des séances ici qui étaient difficiles de supporter pour nous. J'avais voulu, Monsieur le Président, en ce moment vous demander de demander individuellement à ces accusés qui sont mariés et qui ont des enfants s'ils avaient des filles parmi leur progéniture. Tellement que c'était affreux ce qui était en train d'être dit ici. Ces femmes, ces filles qui étaient parties au stade juste
pour écouter les leaders d'opinion qui n'étaient pas d'accord avec la conduite de la transition. Il fallait qu'ils disent un mot. À la place, on leur a exposé à une nudité forcée. On les a violés. Violés avec cruauté. Violés avec des mots, Monsieur le Président, que je ne peux pas décrire. Le célébrissime gynécologue, professeur Namori Keita, que je respecte, est venu ici vous dire qu'il a examiné une femme qui avait dans ses parties génitales des débris de bois. C'était difficile à supporter. Toutes ces femmes qui ont défilé ici lors du huis clos, qui vous ont décrit ce qu'on leur a fait subir. Et ça, ce sont ces accusés, Monsieur le Président. Que dire de cet autre homme qui a été porté par son épouse pour venir ici, qui a tout perdu? Des hommes et femmes qui se promènent avec des balles dans leur corps, qu'ils n'arrivent pas à extraire. Des mutilés. J'ai en mémoire ce médecin qui est venu avec la photo de sa mère, découpé, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au milieu d'autres corps. C'était des moments pathétiques, difficiles à supporter. Je n'ai senti le moindre remords sur les attitudes de ces accusés-là, Monsieur le Président. Je n'ai senti le moindre remords sur leur visage. Rien, aucune compassion. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je vous demanderai, au cas où, pour leur défense, on vous demandera de faire application des dispositions de l'article 117 pour leur accorder des circonstances atténuantes, Monsieur le Président, je dirais que les circonstances atténuantes s'accordent pour ceux-là qui ont regretté tout au moins les actes qu'ils ont commis. Eux, vous ne devez même pas y penser, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici le comportement individuel de tous ces accusés-là. Il ne me reste plus, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'à vous présenter les réquisitions finales de mon parquet. Et au regard, Monsieur le Président, de ce que nous venons de vous dire depuis le matin, le ministère public requiert qu'il plaise à votre auguste tribunal requalifier les faits de meurtre, assassinat, torture, enlèvement, séquestration, coups et blessures volontaires, violence, pillage de marchandises, de biens mobiliers, d'incendies volontaires, de magasins, conteneurs et leur contenu, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie,
viol et complicité, prévus et punis par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 11, 12, 132, 32, 233, 234, 156, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 373, 381, 382, 298, 884, 3 et 884.3 et 849 en ceux de crimes contre l'humanité et autres responsabilités contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Constater le décès de Mamadouba Toto Camara, suivant déclaration de décès numéro 021 657 en date du 27 septembre 2022, établi par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, et par conséquent dire que l'action publique est éteinte à son égard. Retenir dans les liens de la culpabilité les accusés Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegboro Camara, Blaise Goumou, Ibrahima Camara alias Kalonzo, Abdoulaye Chérif Diaby, Marcel Guilavogui, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, C.C. Raphaël Haba, Claude Puvi alias Coplan, pour les faits de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité du supérieur hiérarchique. Mamadou Aliou Keita, Alpha Amadou Baldé, Paul Mansa Guilavogui pour des faits de crimes contre l'humanité par viol et torture. Pour la répression, condamné 1. Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegboro Camara, Blaise Goumou, Abdoulaye Chérif Diaby, Marcel Guilavogui, Claude Pivi alias Coplan à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Baldé par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Camara alias Kalonzo, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et Paul Mansa Guilavogui à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keita et C.C. Raphaël Haba à 14 ans de réclusion criminelle. Décerner mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Baldé et Claude Pivi alias Coplan. Le tout en application des dispositions des articles 6, 114, 116, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 267, 268, 269, 332, 232, 233, 234, 235, 236 du Code pénal, 2, 405 du Code de procédure pénale, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de la Cour pénale internationale du 17 juin 1998. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'un des reproches que toutes les composantes de la nation font aux décideurs élargis à l'institution judiciaire
est de favoriser l'impunité, ce fléau qui gangrène notre vie publique. En effet, nos compatriotes ne se privent pas de soutenir au niveau de la quasi-totalité des médias de la place que l'institution judiciaire serait à l'image d'une toile d'araignée qui laisserait passer les grosses mouches pour ne retenir que les plus petites. Ce reproche interpelle chaque acteur judiciaire où qu'il se trouve quand on sait que la justice est rendue au nom du peuple de Guinée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, notre partition, acteurs de justice, pour ne pas donner force ou crédit au dire de ces citoyens non au fait du fonctionnement de la justice, c'est d'œuvrer pour que les poursuites, instructions et jugements des contraventions, délits et crimes soient une réalité vivante, palpable et concrète toutes les fois qu'une infraction à la loi pénale est commise, quelle que soit la personne qui en est l'auteur. L'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 répond justement à cette préoccupation. La tenue de ce procès, qui pour beaucoup était incertaine, a été rendue possible grâce à l'implication et à la détermination de certaines personnes et institutions. Pendant la phase de l'instruction préparatoire, l'engagement de Maître Cheikh Sako, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, a été sans faille quand on sait que le gouvernement auquel il appartenait ne faisait pas de l'organisation de ce procès une priorité. Je m'en voudrais si je ne disais pas un mot des magistrats qui, aux premières heures de cette procédure, ont fait montre de courage, de bravoure ou même d'audace, démontrant ainsi à la postérité ce que doit être un juge. Ils ont pour nous M. Souleymane Ba, Mamadi Diawara, Abdul-Majid Bari, qui constituaient le pool des magistrats instructeurs mis en place par M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry pour les besoins d'information. Chers messieurs, nous sommes fiers de vous. Que M. Sidi Souleymane Ndiaye, mon prédécesseur à ce poste, qui a suivi cette procédure jusqu'au réquisitoire de règlement, reçoive ici l'expression de notre reconnaissance pour la qualité du travail abattu. Que nos aînés, magistrats à la retraite, en fonction de la Cour suprême aux juridictions de base, reçoivent ici notre reconnaissance. Les institutions internationales, les ONG de défense des droits humains reçoivent nos remerciements pour leur implication active pour la réussite de ce procès. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après la fin de l'instruction préparatoire intervenue en 2017, il a fallu attendre septembre 2022 à la faveur du changement de régime pour que les nouvelles autorités, à leur tête, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, fassent de l'organisation de ce procès une réalité absolue. Le dynamisme, le pragmatisme et la volonté affichée de M. Alphonse Charles Wright, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et son cabinet auquel appartenait M. Yaya Kairaba Kaba, actuel garde des Sceaux, ont été des facteurs déterminants pour la tenue de ce procès. Que mes collègues, que nos collègues, Mesdames Diané Sissé, Amadouri Diallo, Fadoua Mansare, Fodi Bintou Keita, Amadou Diallo, qui étaient avec nous au banc du ministère public au début de ce procès et qui avaient effectué un travail remarquable, reçoivent ici l'expression de notre reconnaissance. Ces mêmes reconnaissances s'adressent aux juges suppléants, M. Kabine Keita, au greffier, Maître Mamadou Faure-Woulare, qui sont appelés à d'autres fonctions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le procès des événements du 28 septembre 2009 a connu plusieurs premières fois. En effet, c'est pour la première fois que des crimes de masse, pour emprunter le jargon
des journalistes sont poursuivis et jugés de la sorte par nos juridictions. C'est aussi pour la première fois que nous avons dans le box des accusés un ancien président, des anciens commis de l'État, des anciens responsables militaires et paramilitaires pour répondre des crimes qui leur sont reprochés. Le réquisitoire que nous venons de vous présenter, les réquisitions que nous venons de vous présenter sont une illustration parfaite de l'adage souvent usité que nul n'est au-dessus de la loi. Cette loi qui est, comme disent les latins, erga omnes, une pour tous, à l'égard de tous. Ces réquisitions, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, visent à la fois la réqualification des faits en responsabilité du supérieur hiérarchique, crime contre l'humanité, que la doctrine considère comme une chose innommable et terrifiante, que 1000 paroles humaines n'osent décrire, un crime sans nom, un crime vraiment indéfini. Ces mots ne sont pas de moi, c'est de Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage « Crime contre l'humanité », page 20. Ces réquisitions visent également, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à obtenir la condamnation des accusés, de tous les accusés. Ces condamnations, si elles sont obtenues, contribueront à rappeler à tout instant à ces accusés qu'ils ne devaient jamais agir contrairement à la loi, les conscientiser si besoin est, mais également faire peser l'épée de Damoclès sur chacune des têtes des différentes composantes de la nation pour dire que le chemin qu'avaient emprunté ces accusés ici présents est un chemin interdit en droit. Et puisque ce chemin est frappé d'interdiction, il en résulte des sanctions. D'aucuns peuvent être amenés à penser que ces sanctions sont très lourdes. Elles ne sont pas lourdes. Les sanctions sollicitées au regard des actes posés par les accusés avant, pendant et après les massacres du 28 septembre 2009. Rien ne pouvait justifier, en septembre 2009, qu'une réunion pacifique projetée par les forces vives de la nation pour faire entendre leur voix sur la conduite de la nation, en un endroit que les agents de police judiciaire, dont c'est l'une des missions, pouvaient bien encadrer, débouche sur la mort de beaucoup de nos compatriotes, le viol de plusieurs femmes, dont certaines continuent encore à porter les séquelles de ces atrocités si elles ne sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles, les traitements inhumains, les scènes de torture infligées à plusieurs autres citoyens de la République, les saccages, pillages de plusieurs concessions, magasins dont les contenus avaient été emportés et que sais-je encore. Ces sanctions, Monsieur le Président, ces sanctions demandées, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sont donc proportionnelles aux agissements de chacun des accusés au regard de la démonstration que nous venons de faire. Cette phase du procès était tant attendue puisqu'il y a un peu plus de 14 ans que la communauté internationale, la communauté africaine et notre pays tout entier s'interrogeaient sur la réponse pénale que la justice guinéenne donnerait à ces différents crimes qui ont endeuillé beaucoup de familles, handicapé plusieurs personnes, ému et indigné plus d'un, affecté parfois notre vivre ensemble qui fonde l'essence même de notre République qui a pour devise, entre autres, la solidarité. Il y a un peu plus de 14 ans que les victimes attendent dignement, silencieusement, impatiemment mais fermement que justice leur soit rendue, afin pour les unes de faire leur deuil, les autres panser leurs plaies, pour certains autres encore obtenir réparation. Il y a un peu plus de 14 ans en somme que la justice, institution en charge de régler les litiges qui naissent au quotidien entre les sujets de droit, est attendue au sujet des massacres du 28 septembre 2009, je l'ai déjà dit. La décision que vous rendrez dans les jours qui suivent répondra aux interrogations et préoccupations des uns et des autres. Elle sera attendue et entendue au-delà de cette salle d'audience et même de nos frontières. Conséquemment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous vous demandons, quand vous vous retirerez dans le secret de votre délibération, de nous suivre dans nos réquisitions qui sont prises dans l'intérêt exclusif de la loi.
puisse Dieu, dans sa grandeur infinie, guider tous les acteurs de ce procès, notamment vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par votre décision à œuvrer pour l'édification d'un État de droit que nous ambitionnons tous pour la mémoire et la conscience collective de notre pays. Quelle Guinée laisserons-nous à nos descendants si les auteurs des crimes, délits et contraventions ne sont pas punis de sorte que les travers sociaux prennent le dessus sur les valeurs et les vertus? En vous soumettant cette réflexion, je voudrais rendre hommage à votre tribunal, espoir de tout le peuple, de tout le pays, pour la lutte contre l'impunité et remercier la participation de tous les acteurs de ce procès dit des événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Vous pouvez rejoindre le box. Très bien. On a fini.